La semaine dernière, j'ai posté le dernier vlog de mon mois de voyage au Pakistan que j'ai filmé et documenté pour le partager sur cette chaîne YouTube mais aussi sur Instagram et TikTok. Et quand j'ai voulu aller au Pakistan, je me suis retrouvé à devoir fouiller dans les tréfonds d'internet sur des vieux articles de blog de plus de 10 ans pour trouver la moindre information sur comment est-ce qu'on trouve son visa, est-ce que c'est dangereux, où est-ce qu'on peut aller, où est-ce qu'on peut ne pas aller, comment on résout les problèmes qu'on peut rencontrer quand on veut voyager au Pakistan. Donc mon but dans cette vidéo, c'est de partager tout ça, de le faire en français parce que peut-être que tu parles pas anglais et que tu as envie d'aller au Pakistan quand même. Donc je vais t'expliquer tout ça, je vais te parler de la sécurité, je vais te parler du visa, je vais te parler de combien ça coûte, de ce qu'il faut voir absolument, des erreurs à ne pas faire. On va parler de tout un tas de choses et normalement à la fin de cette vidéo, tu sauras tout ce que tu as à savoir sur le Pakistan, ou du moins pour voyager là-bas. Comme je te l'ai dit, j'y ai passé quasiment un mois, donc je pense pouvoir avoir pas mal de recul sur la situation. J'étais là-bas tout seul, j'ai pas planifié grand-chose, j'ai voyagé en avion, j'ai voyagé en bus, j'ai voyagé en stop aussi, j'ai été en zone orange, j'ai été en zone rouge un petit peu, et donc je vais essayer de te résumer tout ce que tu dois savoir en un minimum de temps. Juste avant ça, petite annonce, à l'heure où je sors cette vidéo, je suis normalement en chemin pour l'Algérie où je vais passer 2 semaines et là aussi on va essayer de visiter un maximum de choses. Alors 2 semaines c'est pas un mois, mais je vais tout filmer pour YouTube, pour Instagram, pour TikTok. Tu as tous mes réseaux dans la description. Donc si tu veux pas rater ça, si ça t'intéresse, n'oublie pas d'aller faire un tour. Et évidemment, si tu veux aller au Pakistan, tous les vlogs sont sur cette chaîne. Donc tu peux aussi aller les voir et ça te donnera une superbe idée de ce que c'est que de voyager au Pakistan. La première chose et la question qui revenait quand même le plus souvent, après celle de la sécurité, et je vais garder ça pour la fin parce que j'ai quelques anecdotes pas très marrantes à raconter et j'ai pas envie de plomber l'ambiance dès le début. Mais pour ce qui est du budget, honnêtement, après avoir visité, je crois, 25 pays aujourd'hui, c'est quasiment voire le pays le moins cher que j'ai visité. Faut savoir que le Pakistan, c'était touristique dans les années 80, dans les années 90, au même titre que l'Inde ou le Népal. Mais depuis le 11 septembre, évidemment, tout le tourisme s'est arrêté au Pakistan et dans la région en général. Ça a repris un petit peu, mais après, le Covid est arrivé. Et donc, encore une fois, quasiment aucun touriste. En un mois, j'en ai croisé 5-6, je pense. Alors parfois, quand il y a très peu de touristes, ça rend les destinations chères, parce que qui dit peu de touristes dit peu d'hôtels, donc peu de choix, donc peu de concurrence, donc des gros prix. Mais au Pakistan, c'est pas le cas. Ils essaient vraiment de relancer, donc il y a quand même pas mal de choix. Les Pakistanais sont extrêmement généreux. Il y a beaucoup de fois où je me suis retrouvé invité et c'était absolument impossible de payer en fait, c'est juste je pouvais pas payer et encore je refusais des invitations qui étaient de l'ordre du viens passer une semaine chez moi, je te fais visiter toute la ville pendant une semaine et t'es chez moi et t'es logé et t'es nourri, et des propositions comme ça j'en avais vraiment sans exagérer, un jour sur deux je rencontrais quelqu'un dans un café ou quoi avec qui je parlais et après une demi-heure il me disait viens chez moi pendant une semaine et bon je me sentais un peu obligé de refuser, d'une part parce que j'avais un programme de choses à voir et d'autre part parce que ça m'aurait gêné tout simplement de rester comme ça chez les gens, mais c'est quelque chose qu'on vous propose. Donc si vous avez vraiment pas de sous et que vous voulez un peu abuser de la générosité des Pakistanais, c'est aussi possible. Mais en général, j'ai envie de dire qu'il y a comme d'habitude deux parties du budget, un budget qui est fixe si on part de la France ou de l'Europe en général, donc ça va être billet d'avion, visa dont je vais parler plus tard et assurance, c'est quand même mieux d'avoir une assurance voyage, de toute façon elle est obligatoire pour obtenir le visa, donc ça c'est fixe, que vous partiez une semaine ou 2 mois, ça ne changera pas, et ensuite il y a la partie qui va changer en fonction de là où vous allez et de combien de temps vous restez, qui est par jour, donc quand on donne un budget par jour, ça va inclure l'hôtel, les transports, la nourriture, les activités. Ok, donc en budget fixe, on va dire qu'un aller-retour en avion depuis Paris, plus le visa qui doit être de l'ordre de 50 ou 60 dollars, je crois, si je dis pas de bêtises, plus une assurance voyage, ça va faire environ 600, 700 euros. Ça va évidemment varier avec les billets d'avion, mais moi je suis parti sur 700 euros de budget fixe pour l'aller-retour et les formalités. Maintenant, sur place, c'est là que ça coûte le moins cher. C'est-à-dire que si possible, essayez de partir le plus longtemps possible, parce que sur place, on peut très bien se débrouiller tout compris pour 30 à 40 euros par jour. Alors ça va dépendre des endroits, notamment ça va dépendre de l'hôtel. L'hôtel c'est quand même quasiment la moitié du budget au quotidien, donc vous avez aussi souvent le choix entre des hôtels vraiment à 10 euros ou des hôtels luxe, et ça peut même parfois aller dans le très luxe parce qu'il y a beaucoup de gens très riches au Pakistan donc, qui voyagent dans leur pays et qui vont dans des endroits très luxueux. Donc pour vous donner un ordre d'idée, je pense que pour un mois là-bas, aller-retour, j'ai dû dépenser quelque chose comme 1500 euros, 1700 euros, je sais pas exactement, mais voilà, si vous partez 2 semaines, vous pouvez vous en sortir
avec 1200, 1300 euros. Et pour un mois, ça va être un peu plus, mais faites calcul, entre 20 et 30 euros par jour en fonction de votre mode de voyage. Et ensuite, les frais fixes qui sont avion aller-retour, visa et assurance. Mais en tout cas, la nourriture est pas chère du tout. Alors attention, parce que moi évidemment, je vais manger des street food à 40 centimes, assis à moitié par terre, et du coup, après, je tombe malade parce que les conditions d'hygiène, c'est pas vraiment ça. Si vous allez dans des vrais restaurants, vous aurez beaucoup moins de soucis d'intoxication alimentaire que ce que j'ai eu. Et ensuite, deuxième chose, les taxis sont extrêmement pas chers. Et encore, moi, j'y étais quand il y avait toute la crise avec l'Ukraine qui se passait. Donc, il y avait le prix du gaz, le prix de l'essence avait complètement explosé. C'est-à-dire que l'essence était aussi si chère au Pakistan qu'en France, donc ça c'est absolument énorme parce que le niveau de vie, il y a un énorme écart quand même, mais les taxis sont absolument pas chers et encore une fois, générosité pakistanaise, ça arrive que de temps en temps vous prenez un taxi et le taxi refuse de vous faire payer la course parce qu'il est juste trop content en fait que vous veniez visiter le pays. Maintenant, les formalités, autre question, comment obtenir son visa? Alors la bonne chose, c'est qu'il se fait en ligne. C'est un petit peu galère, il faut donner pas mal de papiers, c'est normal, c'est le Pakistan, c'est quand même un pays où il y a toujours quelques problèmes dont on va parler plus tard de sécurité, donc ils font attention à qui rentre et qui sort, c'est normal, mais tout se fait en ligne, il y a encore des pays où c'est pas possible de le faire en ligne, donc là c'est un peu long, mais ils répondent assez rapidement. En fait, quand vous allez demander votre visa en ligne, vous allez avoir un chat avec quelqu'un qui s'occupe des visas qui vous répond direct du tac au tac, donc même si vous manque des papiers, hop, vous uploadez les PDF des papiers qui vous manquent et ils vous répondent assez rapidement. Donc c'est pas c'est pas l'Égypte où on peut y aller sans visa juste avec la carte d'identité. Non, il faut un visa, mais honnêtement, c'est pas si compliqué que ça et j'ai noté justement les formalités qu'il faut avoir. Alors pour son visa, il faut les billets d'avion aller-retour ou entrée-sortie du pays, si vous allez dans un autre pays après. Il faut une preuve d'assurance, donc vous pouvez prendre une assurance voyage. Moi j'ai pris Chapka par exemple, vous la prenez pour la durée de votre séjour et vous avez une attestation d'assurance que vous pouvez envoyer. Ils vont vous demander aussi une preuve de revenu, donc ça peut être une déclaration d'impôt. Moi je suis auto-entrepreneur, donc c'était une fiche de l'URSSAF par exemple. Ça peut être un peu ce que vous voulez. N'oubliez pas qu'au final c'est un Pakistanais dans un bureau à l'autre bout du pays qui regarde vos papiers et qui décide si ça va ou pas. Donc ça peut être un peu flexible, c'est pas vraiment très carré, surtout quand c'est des papiers qui sont étrangers. Voilà, t'envoies une fiche des impôts français à un Pakistanais de l'administration. Bon, il va dire oui parce que ça a l'air bien. Donc vous en faites pas, c'est pas très grave si ça marche pas. Et puis même s'ils acceptent pas le papier, si ça leur convient pas comme preuve de revenu, ils vous le disent sur le chat et vous pouvez en envoyer une autre. Ensuite, ils vous vont demander, et ça c'est le plus embêtant, alors payer 60 $ pour le visa, ça c'est normal. Ils vont vous demander d'uploader une photo type passeport, donc c'est pas, vu que c'est en ligne, vous pouvez soit prendre une photo d'une photo de passeport, soit prendre une photo de vous. Moi je l'avais pris d'ailleurs je crois ici avec un mur blanc derrière. Voilà, ça n'a pas besoin d'être une photo officielle vu que c'est juste pour eux, pour le dossier de demande de visa, ils vont l'imprimer sur le papier qu'ils vont vous donner, mais c'est juste une photo passeport. Et encore une fois, si elle ne convient pas, le site internet pour demander le visa, ça vous le dit direct, il vous dit uploader la photo et il vous dit de mettre les yeux au niveau des yeux, etc. Et si ça leur convient pas, ils vous le disent, et c'est pas grave, vous en mettez une autre. Maintenant, deux trucs qui sont embêtants, et c'est là qu'il faut un petit peu bidouiller. Ils vont vous demander, alors, soit une lettre d'invitation d'un Pakistanais, soit vous pouvez le remplacer par une réservation d'hôtel. Le problème, c'est qu'il faut que ça soit un peu sur la durée de votre séjour. Donc, la lettre d'invitation, si vous connaissez quelqu'un au Pakistan, il peut le faire, mais je crois qu'il faut qu'il aille à la mairie et tout, etc. Donc, c'est un peu chiant. Ce que vous pouvez faire, c'est simplement aller sur booking.com, réserver un hôtel avec annulation gratuite, faites bien attention à ça, pour toute la durée des séjours. Et une fois que vous avez votre visa, donc vous utilisez la réservation de cet hôtel comme preuve. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'avais pris 2 hôtels pour 2 fois 2 semaines à chaque fois pour dire je resterai que dans ces 2 hôtels-là. J'imprime la réservation Booking, je la donne dans mon dossier et une fois que j'ai mon visa, j'annule la réservation. Donc pour les hôtels, voilà, c'est pas c'est pas ce que j'ai fait de mieux, on va dire. J'essaie de choisir des gros hôtels, des grosses chaînes pour pas que ça soit le petit business familial qui soit impacté. Ils se disent quelqu'un va venir et puis finalement il vient pas. On essaie aussi d'annuler le plus à l'avance possible pour pas que ça ait d'impact. Mais voilà, c'est un peu le seul moyen parce qu'ils vont aussi vous demander autre chose et ça c'est un peu casse-pied, c'est un itinéraire détaillé jour par jour. Donc en fait, il faut que vous fassiez juste comme un document Word où vous mettiez lundi 5 mars, 2 points, et vous dites ce que vous allez faire, ou vous dites juste la ville dans laquelle vous êtes. Il n'y a pas trop de consignes là-dessus. Moi j'ai fait ça un peu au pif sur un Word, je me suis dit je ne savais pas trop ce qu'ils voulaient. Encore une fois, si ça leur convient pas, ils vont vous le dire et ils vont vous dire quoi rajouter, donc c'est pas très grave. Et en fait ça sert à 2 choses, pour votre sécurité et aussi un peu pour vous surveiller.
Pourquoi pour votre sécurité? Parce que ça fonctionne un peu comme un système de checkpoints. Quand on passe des checkpoints sur la route au Pakistan, c'est pour savoir où vous allez, donc vous surveillez un petit peu quand même, mais c'est aussi surtout pour savoir où vous êtes si jamais il y a un problème. C'est-à-dire que si vous traversez une zone de montagne qui est une zone un peu dangereuse et que vous passez le premier checkpoint mais pas le deuxième, mais ils sont au courant que quelque chose s'est passé entre les deux, donc ils peuvent vite venir vous chercher et vérifier que tout va bien. Donc c'est pour notre sécurité. Mais c'est aussi peut-être et sûrement, et c'est même quasiment sûr, pas mal de vlogueurs américains d'ailleurs on en parlait en vidéo et s'en sont rendu compte, pour suivre et pour surveiller. Encore une fois, c'est un problème où malheureusement encore aujourd'hui il y a des gros problèmes de sécurité, de terrorisme, donc c'est normal qu'ils surveillent un petit peu. Donc cet itinéraire détaillé, c'est pareil, moi je voyage, j'improvise, je sais pas où je vais, donc j'ai fait un itinéraire un petit peu bidon, où voilà, j'ai fait un itinéraire qui collait avec les 2 fausses réservations d'hôtel, enfin qui sont des vraies mais que j'allais annuler. J'ai dit que j'allais rester 2 semaines à Lahore et 2 semaines à Islamabad avec les 2 réservations d'hôtel. J'ai inventé un truc du genre mardi 5, je vais aller au musée machin, jeudi 7, je vais aller visiter le parc truc, et voilà, ils sont contents, je sais même pas s'il y a quelqu'un qui vérifie vraiment. Mais une fois que c'est fait, de toute façon, voilà, ils ne vérifient pas. Quand vous allez arriver au Pakistan, c'est très probable qu'ils vous surveillent un peu de loin, voire même qu'ils vous suivent. Moi, je ne pense pas avoir été suivi, mais il y a quasiment tous les vlogueurs américains, quand on regarde leurs vidéos, justement, on voit qu'il y a les mêmes personnes qui les suivent toute la journée. Et parfois même, ils viennent poser des questions. Encore une fois, c'est comme ça, et c'est pour notre sécurité, et c'est même plutôt bien, je pense, qu'ils sachent tout le temps où on est, et que notamment l'armée et la police soient toujours au courant de où sont les touristes. Ça permet de prendre soin de nous. Donc voilà, ça c'est pour les formalités. Encore une fois, il y a des sites internet qui expliquent tout en détail, mais en français, il n'y en a pas tellement que ça. Attention sur quel site vous allez, je crois que j'ai noté le seul site pour faire les passeports, parce qu'évidemment, il y a des faux sites qui ont une copie du site original et qui vous prennent vos sous, et en fait, c'est pas du tout le site officiel. C'est visa.nadra, donc nadra.gov.pk. visa.nadra.gov.pk. Normalement, c'est le premier lien qui sort, mais avec les visas, je sais qu'il y a toujours un peu des embrouilles comme ça, il y a tout un business horrible de faux sites où les gens payent et le visa arrive jamais, et en plus après c'est trop tard pour demander leur visa. Donc voilà, visa.nadra.gov.pk. Je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Encore une fois, stressez pas trop, c'est pas le plus compliqué à voir, c'est un peu long, ils demandent beaucoup de choses, mais ils sont assez réactifs et ça se fait en ligne, ça c'est quand même pas mal. Donc maintenant, il faut qu'on parle de plusieurs choses, il faut qu'on parle de la sécurité, il faut qu'on parle du voyage quand on est une femme, c'est une question que j'ai beaucoup eu. Il faut qu'on parle aussi de bonnes choses, quels sont les incontournables, vraiment les trucs qu'il faut absolument voir au Pakistan. Donc on va commencer tout de suite avec les incontournables, et puis après on parlera de sécurité et du cas spécifique si vous êtes une femme ou que vous voulez aller voyager au Pakistan avec une femme. Spoiler, non pas de spoiler, je vous le dirai juste après, mais c'est très important de rester jusqu'au bout et je vais essayer d'être honnête, même si je vais peut-être décevoir certaines personnes. Je vais pas encourager tout le monde à aller au Pakistan, ça peut déjà vous donner un petit aperçu, et surtout je vais vous donner quelques histoires qui justifient le fait que je ne ferai pas ça. Mais commençons avec les bonnes choses que j'ai notées ici. Quels sont tous les incontournables? Alors, l'avantage du Pakistan, c'est qu'il y a tout. Il y a du désert, mais du vrai désert. Il y a de la montagne, et c'est de la vraie montagne, c'est l'Himalaya. Le deuxième plus haut sommet du monde, le K2, juste après l'Everest, c'est au Pakistan. Et je crois que dans les 10 plus gros sommets, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il y en a 4, 5, voire 6 au Pakistan. Donc c'est vraiment top pour ce qui est de montagne. Voilà, c'est des neiges éternelles. J'étais en plein mois de juillet, il faisait 45 à l'ombre, il y avait des glaciers absolument énormes. Donc il y a ça, il y a la mer évidemment dans le sud, il y a toute la partie côté indienne où là la culture est complètement différente avec la ville de Lahore. C'est dans les premiers vlogs que vous pouvez voir sur la chaîne. La ville de Lahore, c'est une ville qui a été prise et reprise et re-reprise par des tonnes de civilisations différentes. C'est ensuite une ville, évidemment, c'était une colonie britannique à l'époque où le Pakistan actuel, l'Inde et le Bangladesh étaient une seule grosse colonie britannique. Donc il y a un mélange de toutes ces cultures à Lahore, qui est d'ailleurs mon premier point important. De toute façon, je pense pas que qui que ce soit aille visiter le Pakistan sans passer à Lahore, mais c'est vraiment une ville qui est absolument incroyable. La culture est folle. Ça peut un peu casser les clichés qu'on a sur le Pakistan, c'est bien pour commencer parce que c'est pas du tout une région qui est très conservatrice, contrairement à Peshawar. Donc si on a une petite appréhension et qu'on arrive direct dans l'ouest du pays très conservateur, ça peut en refroidir certains, ce que je peux comprendre, alors que quand on arrive à Lahore, on a un peu l'impression d'être limite en Inde. Pour vous donner un exemple, la moitié des femmes ont même pas de voile ni rien.
On se demande vraiment si on est au Pakistan, on se demande si ce qu'on a vu à la télé c'était le Pakistan ou si c'était sur un fond vert. Donc voilà, c'est une culture qui est très mixte, très intéressante, c'est une super ville, elle est énorme, je crois qu'il y a 20 millions d'habitants, ça grouille de partout, donc c'est assez épuisant, c'est un petit peu le bordel, on va pas se mentir, mais c'est vraiment mon premier incontournable. Donc pour vous donner une idée de l'itinéraire que j'ai fait, je suis parti de Lahore, donc tout à l'est du Pakistan, j'ai pris un bus pour aller jusqu'à Islamabad. D'ailleurs, pour les transports, les bus prenaient la compagnie Faisal Movers, donc Faisal Movers comme Movers. C'est une super compagnie de bus. Ça coûte vraiment pas cher. On peut avoir des bus un peu luxe, VIP avec la clim. Ça peut faire du bien au Pakistan parce que c'est quand même assez épuisant. Surtout moi, j'étais tout seul, j'étais malade, il faisait 45. Bon, t'es content quand tu peux te faire 4 heures de bus dans un bus un peu climatisé, un peu VIP. T'as payé 15 euros alors que tu pouvais prendre un billet à 2 euros, mais ça fait vraiment du bien. Et en plus, les distances sont très très courtes. On peut traverser tout le Pakistan, surtout dans le nord, d'est en ouest, en, je crois, 5 heures. Donc, au final, ça passe assez vite, surtout quand on peut le faire dans de bonnes conditions. Donc ça, c'était petit aparté pour les transports. Donc moi, j'ai fait Lahore, après j'ai été à la capitale Islamabad. De Islamabad, là pour le coup, bon, j'ai fait un peu le débile. J'ai voulu prendre un bus typique, le moins cher possible, sans clim, sans rien. Je voulais me plonger dans l'ambiance. Eh ben, je me suis plongé dans l'ambiance, une vingtaine d'heures de bus pour aller dans l'Himalaya. J'étais vraiment, vraiment malade d'intoxication alimentaire. Il faisait hyper chaud, le bus était plein, il n'y avait pas de clim, j'avais les genoux dans le menton parce que j'avais pas la place pour mes jambes. C'était une des routes, on passe sur des routes, voilà, on traverse des zones assez dangereuses, donc à chaque fois, quand on est le touriste, on est le seul à devoir descendre, montrer le passeport, et qu'est-ce que tu fais ici, et où est-ce que tu vas, etc. Toujours d'ailleurs, les militaires et les policiers, encore petite parenthèse, beaucoup de choses à dire dans cette vidéo, sont tous extrêmement sympathique avec les touristes. Alors encore une fois, il y a des gens qui vont avoir des problèmes, il y a des gens qui vont devoir payer des bakshish. Alors j'ai pas payé un seul bakshish de tout le voyage. Les bakshish c'est toujours pareil, il y a des gens ils ont des gueules à payer les bakshish. C'est-à-dire que si tu arrives un peu comme ça avec la tête du touriste, avec ton petit appareil photo, un petit air un peu citadin fragile, je sais pas comment le décrire, bon bah là ils vont te voir, ils vont voir un porte-monnaie sur pattes. Donc il y a moyen que certaines personnes te demandent un bakshish, donc c'est en fait payer les militaires, voilà, ils t'inventent une taxe, il faut que tu payes la taxe UNESCO de 5 euros, ça peut être n'importe quoi. Moi j'en ai jamais eu, les 90% des militaires ou des policiers à qui j'ai eu affaire étaient super contents, très curieux de pourquoi est-ce que j'étais au Pakistan, ils me demandaient tout le temps si j'avais des problèmes. Il y a même une police touristique dans le nord, donc c'est des policiers qui sont là que pour les touristes, ils sont plus nombreux que les touristes, donc ça vous donne un petit peu un ordre d'idée, donc il n'y a absolument pas de problème. Des fois c'est un peu compliqué parce que les checkpoints, il faut sortir, il faut donner une copie de son passeport, pensez à faire plein de copies de votre passeport. Il faut voilà, dire son nom, le nom de son père, où est-ce qu'on va, et puis après, bon voyage, allez-y. Donc voilà, c'est un petit peu lourd parfois, mais encore une fois, c'est pour notre sécurité, et ça veut dire que le Pakistan, c'est à tout moment où est-ce qu'on se situe, donc c'est quand même rassurant. Et donc d'Islamabad, j'ai été dans le nord, j'ai été à Gilgit, donc qui est un peu la grosse ville avec un aéroport si vous voulez prendre l'avion et pas les 20 heures de bus sur la route pourrie. Gilgit, c'est un peu la porte d'entrée vers l'Himalaya, donc de Gilgit ensuite, j'ai été dans la vallée de Hunza à Karimabad, absolument incroyable. Encore une fois, vous avez les vlogs sur ma chaîne YouTube pour voir de vos propres yeux, ou alors vous pouvez y aller, c'est encore mieux. Absolument incroyable, vallée de Hunza, neige éternelle, on voit le K2, c'est dans l'Himalaya, les gens sont extrêmement différents, quasiment pas religieux, j'ai envie de dire. C'est vraiment quelque chose au Pakistan, il y a beaucoup d'ethnies différentes, que ce soit dans les montagnes, que ce soit à l'est, au sud, à l'ouest. C'est vraiment des gens qui ils sont tous pakistanais, mais ils parlent un dialecte différent, ils ont une vision différente de la religion. Voilà, culturellement, il y a de grosses différences, et c'est ça qui est bien, c'est qu'on reste dans le Pakistan, mais on voit beaucoup de diversité, et c'est pas tout le temps la même chose. Je suis resté un mois, et puis j'ai l'impression que toutes les semaines, quand je changeais d'endroit dans le pays, je repartais dans un nouveau pays. Et donc de Gilgit, j'étais à Karimabad. Ensuite Karimabad, j'ai visité un petit peu autour, je prenais des taxis, je faisais du stop, j'ai jamais autant attendu aussi peu de ma vie. Tu tends le pouce, en 30 secondes quelqu'un s'arrête et t'amène pour où tu veux en fait. Entre temps évidemment tu dois t'arrêter, prendre le thé une fois, 3 fois, 4 fois, donc faut prendre ça en compte dans son agenda, mais c'est vraiment très cool et très facile de voyager comme ça. Et ensuite je suis redescendu par Islamabad
pour aller cette fois-ci à Peshawar. Donc c'est une ville qui malheureusement est connue pour pas mal de problèmes de sécurité. Encore il y a quelques semaines, il y a eu un gros attentat de la part d'extrémistes dans une des mosquées de la ville. Donc là c'est le seul endroit où c'était en zone rouge. J'étais pas sûr de vouloir y aller au début. Alors je voulais y aller pour tourner un documentaire qui d'ailleurs sortira sur cette chaîne, mais plus tard, comme le deuxième documentaire que j'ai fait. Je vous en dis pas plus, mais ça sortira, je pense, cet été à peu près. C'est beaucoup de boulot et pour le timing, je préfère attendre pour le sortir. Mais voilà, j'étais pas sûr de vouloir y aller. J'ai rencontré un Hollandais qui en revenait et qui m'a dit qu'honnêtement, c'était vraiment une des villes les plus safe parce que comme il y a beaucoup de problèmes, il y a littéralement des militaires à tous les coins de rue, mais littéralement à tous les coins de rue, il y a des gros pick-up. Donc au final, ce qui fait qu'on se sent assez en sécurité. Là-bas aussi, je retrouvais un ami que je connais qui habite en Allemagne, dans la ville où j'habite. Donc voilà, j'étais pas livré tout seul, j'étais chez lui, il connaît, etc. Peshawar, je dirais pas que c'est quelque chose à faire. Déjà, c'est en zone rouge. Ensuite, c'est pas honnêtement la ville la plus jolie, c'est très lourd, très sécurisé. Moi, j'allais pour d'autres raisons que pour visiter la ville. Alors oui, j'ai visité la ville, mais je pense que c'est pas du tout nécessaire et il n'y a rien d'exceptionnel à voir là-bas, contrairement à plein d'autres villes au Pakistan. Et ensuite de Peshawar, j'ai pris un bus pour traverser tout le pays pour aller à Lahore, où j'ai repris mon avion retour. Donc tout ça, je l'ai fait en un mois. Comme vous le voyez, j'ai pas été dans le sud. Alors le sud-ouest, c'est le Baloutchistan. Là pour le coup, c'est zone rouge. Là pour le coup, j'irai vraiment pas parce que les peu d'enlèvements qu'il y a eu, c'est toujours au Baloutchistan. C'est voilà des villes comme Quetta. C'est voilà des villes qui ont quand même de gros problèmes de sécurité. Maintenant le sud-est, j'ai pas du tout été. Je sais qu'on peut très bien aller à Karachi, etc. Je me le suis gardé pour un prochain voyage, c'est toujours bien. Mais voilà, ça fait un peu, ça va vous donner une idée des incontournables à faire. Vraiment le nord, incroyable. Je sais qu'il y a la Swat Valley aussi que j'ai pas fait, qui est super beau. Le Cachemire aussi. Alors ça dépend quand vous y allez. Parfois on peut pas, évidemment pour des raisons politiques. Mais apparemment c'est absolument incroyable. Et puis toute la région de Lahore aux alentours. Aller faire la cérémonie de la Wagah Border, donc Waggah, je crois, Border, c'est la frontière entre l'Inde et le Pakistan, et tous les jours il y a une énorme cérémonie avec une parade militaire, etc. C'est absolument incroyable. Voilà, et puis sinon, quoi faire au Pakistan? Allez parler aux gens, faites-vous inviter pour manger et prendre le thé, et c'est vraiment la meilleure activité à faire. Donc maintenant on va parler des sujets qui fâchent, on va parler de la sécurité, puis de la sécurité spécifiquement pour les femmes. Il faut que je vous explique un peu la situation du pays pour que vous compreniez pourquoi ce que je vais vous dire après sur ma vision de est-ce qu'on peut y aller si on est une femme, est-ce que moi j'emmènerais ma copine, ma cousine, ma soeur voyager au Pakistan. Pour ça, il faut que je vous parle de la sécurité. Alors j'ai pris quelques notes parce que c'est assez compliqué. Déjà la première chose c'est que ça dépend énormément de la région où vous êtes. Comme je vous l'ai dit, il y a de grosses différences entre les régions, il y a des différences culturelles, ethniques, politiques, vraiment ça peut changer du tout au tout. Donc il y a des endroits, c'est zone rouge, il faut absolument pas y aller. Et puis il y a d'autres endroits, j'ai envie de dire, c'est pas bien plus dangereux que de sortir dans une grande ville en France le soir par exemple. Donc ça c'est la première chose à prendre en compte. Vous trouverez sur le site France Gouv donc la carte du Pakistan, donc vous tapez France Gouv Pakistan, vous allez sur le site officiel du gouvernement, vous allez dans l'onglet sécurité et il y a une carte qui est mise à jour en fonction de l'évolution des conflits ou non, et vous voyez où sont les zones jaunes, orange et rouge. Ok, donc jaune rouge complètement interdit, jaune orange très fortement déconseillé, jaune il faut un petit peu faire attention, et vert sévère. Ok, donc ça vous donne déjà une idée. Première chose à faire, c'est de regarder ça et regarder voilà sur le site du gouvernement si c'est pas passé des choses. Je sais qu'il y avait eu des problèmes avec des manifestations anti-français, on avait rappelé les ambassades et les expatriés. Voilà, si ça vient d'arriver, il faut pas y aller, il faut reporter le voyage. Si je peux résumer grossièrement, première chose, il faut évidemment faire attention, il faut garder à l'esprit qu'on n'est pas chez soi, on est au Pakistan, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous échapper, on peut ne pas bien sentir les situations. Donc la meilleure des choses à faire, c'est quoi? C'est de se fier aux locaux. Encore une fois, 99,9% des Pakistanais sont adorables. Moi, tous les jours, quand je marchais au Pakistan, j'ai des gens qui venaient vers moi, me demandaient juste si j'avais besoin de quelque chose, est-ce que tout va bien, est-ce que tu veux que je t'invite à manger, etc. Donc vraiment, du moment qu'il y a des gens autour de vous et que vous êtes un homme, et on reviendra là-dessus plus tard, il n'y a aucun problème qui devrait se passer. Faites confiance aux locaux. Si jamais quelqu'un vous dit tu devrais pas aller là, c'est un petit peu dangereux ou c'est un petit peu craignos, eh bien vous l'écoutez, cette personne connaît sûrement le pays mieux que vous. On essaie de prendre des mesures de sécurité assez simples. On essaie de ne pas aller là où c'est complètement interdit, on essaie de ne pas sortir tout seul le soir, on essaie de faire confiance à son instinct et ses tripes, donc c'est pas très concret comme conseil, mais voilà, quand on sent pas une situation, quand on sent pas une personne, on essaie de pas y aller et de
voilà, de dire non merci et de partir et de rentrer. On essaie aussi d'avoir le numéro de la police touristique sur son téléphone, ou du moins de l'avoir en tête pour pouvoir appeler en cas de souci. Mais sinon, à part ça, j'ai envie de dire que le Pakistan, c'est quand même en général, dans les régions où la plupart des touristes vont en général, plus safe pour les petits délits. Je m'explique. Au Pakistan, quand tu loues une moto et que tu es blanc, si des gens te voient garer ta moto, ils vont rester, même si ils te voient au loin garer ta moto, ils te voient partir faire tes courses ou peu importe, ils vont rester à côté de la moto, juste pour être sûr que, que personne te pique tes affaires ou que t'es pas un problème. C'est-à-dire que, littéralement, tu peux revenir et il y a un mec, ça fait 1h30, il attend là, parce qu'il t'a vu te garer, et puis il voulait te parler, et puis il voulait vérifier que tout allait bien, et comme tu as laissé ton sac à dos sur la moto, il voulait être sûr que personne te pique quoi que ce soit. Ça n'arriverait jamais en France. Au Pakistan aussi, les petits délits, alors c'est forcément biaisé parce que tu es un touriste, mais envers les touristes, les petits délits n'existent pas. Si vous avez le moindre problème, si par exemple, voilà, exemple concret, vous êtes assis à un café, machin, vous avez votre portefeuille qui est posé sur la table, si jamais quelqu'un passe, prend le portefeuille et part en courant, ce qui déjà n'arrivera pas, ça a beaucoup plus de chances d'arriver pour le coup à Paris qu'au Pakistan, et ça c'est sûr et certain, mais même si ça arrivait, il y aurait immédiatement une horde de 50 Pakistanais qui lui courraient après et qui sûrement lui passeraient la rouste de sa vie, si ce n'est plus. Donc j'ai envie de dire qu'il n'y a pas de problème pour les petits délits, encore une fois pour les hommes. Le chapitre sur les femmes va arriver juste après, on y vient, on y vient. Les risques qu'il peut y avoir, ce sont des gros risques, donc c'est des risques de terrorisme, voire d'enlèvement dans le pire des cas, mais c'est pas quelque chose qui est arrivé depuis des années et des années et des années. Et encore une fois, les peu de fois où c'est arrivé dans les 30 dernières années, c'était uniquement dans des régions genre Quetta où personne ne va et il faut absolument pas y aller, et voilà, où même les journalistes ne vont pas, même sous couverture d'être un gros média, etc., ils n'y vont pas. Donc voilà, si vous restez dans les zones même orange, vous respectez quelques conditions de sécurité assez simples, vous respectez aussi les forces de l'ordre, c'est-à-dire que les militaires, les policiers, ils sont sympas avec vous, ils sont là pour vous aider. Par contre, c'est strict, ça rigole pas, c'est pas, voilà, c'est pas la France où tu peux faire des conneries et finalement t'as un rappel à l'ordre ou quoi. Non, non, là ça ne rigole pas. Et il y a aussi beaucoup de choses qui sont différentes, ils ont des lois qui sont différentes, donc évidemment il faut respecter, mais bon, ça c'est un tout autre sujet. Mais si on respecte les gens, qu'on fait confiance à ses intuitions, qu'on respecte quelques règles de sécurité de base, qu'on se renseigne un peu sur la situation avant de partir, la situation politique actuelle, qu'on écoute les locaux, il n'y a pas de raison qu'on n'est pas là à offenser les gens avec notre comportement, qu'on s'adapte à leur mode de vie, qui n'est pas si différent du nôtre, vous allez le voir, eh bien, il n'y a aucune raison que ça se passe mal, et j'ai même envie de dire que c'est parfois même plus safe que, comme je disais, rentrer à 4h du matin dans une grande ville en France, de boîte, si on passe dans un quartier un petit peu craignos, ça peut être bien plus dangereux que d'être à Lahore, au Pakistan, en train de prendre un café ou peu importe, ou même le soir. Donc voilà, ça c'est pour la sécurité. Encore une fois, moi il m'est rien arrivé. S'il m'était arrivé quelque chose, peut-être que j'aurais pas le même discours. Encore une fois, c'est le Pakistan, on fait pas un road trip en Pologne, ça reste quand même différent, mais pour moi ça ne devrait pas être une raison de ne pas y aller, en tout cas pas à l'heure actuelle. Maintenant que ça s'est fait, je vois que ça fait un petit moment que je parle, mais comme j'ai dit, j'ai beaucoup d'infos à donner parce que j'ai mis longtemps à trouver toutes ces infos et j'aurais bien aimé avoir cette vidéo, c'est pour ça que je la fais. Est-ce que, oui ou non, les femmes peuvent voyager au Pakistan ? Est-ce qu'une femme peut voyager seule au Pakistan ? Est-ce qu'une femme peut voyager accompagnée d'un ou plusieurs hommes qu'elle connaît au Pakistan ? Moi, j'ai envie de vous dire que je ne prendrai pas ce risque, mais je ne prendrai jamais de la vie ce risque. Alors, sur quoi je me base pour dire ça ? Le peu de touristes que j'ai rencontrés, j'en ai discuté avec eux, j'en ai aussi discuté avec les Pakistanais, et j'ai rencontré notamment un groupe de 3 Australiens. Donc c'était donc ils avaient je crois à peu près 25 ans, donc il y avait une fille et 2 mecs. C'était là, je crois qu'elle était en couple avec un des deux, et l'autre c'était son frère. Donc elle voyageait avec son copain et son frère. Alors déjà, quand on est une femme, il faut suivre des règles vestimentaires. Voilà, on essaie de se couvrir quand il faut se couvrir. Pas besoin de mettre la totale où on voit que les yeux. Tu peux juste mettre un voile sur la tête. Encore une fois, c'est pas nécessaire de le faire partout parce qu'à Lahore, par exemple, la moitié des Pakistanaises n'en ont pas. Donc on s'adapte à l'endroit où on va. Mais ça vaut aussi pour les mecs. On se met pas en short au Pakistan, même s'il fait 45. On met un pantalon long qui couvre les genoux. On essaie de pas trop montrer ses épaules. On est au Pakistan, donc on s'adapte. Ça, c'est normal. Mais j'ai quand même entendu des histoires, et au-delà des histoires, ça part juste d'un constat qui est que
même si, comme je vous l'ai dit, les forces de l'ordre sont à grande majorité très sympas, très avenants, très aidants, il n'empêche que ça fait quand même partie des pays où tu peux te retrouver dans une situation où les forces de l'ordre te veulent du mal. Ça arrive notamment dans les endroits reculés. C'est pas quelque chose qui va arriver dans les grandes villes, pas pour les touristes en tout cas, parce que encore une fois, pour les Pakistanais, c'est différent. Je crois qu'au Pakistan, il y a un viol toutes les... alors je veux pas dire de bêtises parce que j'ai pas la stat en tête, mais je crois que c'est toutes les heures ou un truc comme ça. C'est vraiment des statistiques hallucinantes. Voilà, c'est pour vous donner un ordre d'idée. C'est quand même c'est pas évidemment ça n'est pas le toléré, mais c'est normal. C'est pas choquant qu'il y ait des viols au Pakistan parce que il y en a beaucoup. C'est un pays qui a aboli l'esclavage, je crois, dans les années 90. Donc il y a encore 30 ans, c'était légal. Et encore aujourd'hui, malheureusement, voilà, on peut acheter des gens. C'est des choses qui existent. Alors, je dis pas du tout que c'est la norme. La plupart des gens ont une vie normale. Tout le monde n'a pas un esclave chez soi, mais c'est des pays où voilà, il se passe encore des choses comme ça. C'est des pays où il se passe des choses horribles, dont je ne vais pas parler maintenant pour pas plomber l'ambiance, mais voilà, sachez que ça n'est absolument pas toléré, mais c'est quelque chose qui arrive, et ça n'est absolument pas, ça n'est pas du tout puni dans tous les cas. Je crois que, alors, si je me base sur le fait que pour un des documentaires justement que je voulais faire, j'ai beaucoup échangé avec une journaliste locale qui se bat pour la social justice au Pakistan, donc qui défend des femmes au tribunal qui ne peuvent pas se défendre et qui raconte des choses horribles du genre tu te fais kidnapper, tu te fais violer, et puis tu vas au tribunal, et le juge te dit, c'est pas à toi de parler, je veux entendre ton père, parce que toi t'es une femme, donc ton témoignage, je m'en fiche. Voilà, c'est des choses comme ça. Ou alors, tu te fais kidnapper, et puis ça arrive notamment avec des femmes catholiques, qui se font kidnapper, on les convertit de force à l'islam, on les marie à un mec de 60 ans, et une fois qu'elles sont mariées, tu vas devant le juge, et le juge dit, bah oui, mais maintenant, elle est mariée, et c'est son mari, donc c'est lui qui décide. Donc voilà, des situations complètement aberrantes comme ça. Et ça peut aussi arriver aux touristes. Donc, j'avais rencontré notamment un Américain qui est un prof. Il est prof, je crois, dans un collège ou une école primaire, quelque chose comme ça. Tous les ans, il vient au Pakistan depuis 30 ans. C'est un gros fan de randonnée. Et donc, il connaît très 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 bien le pays. Il vient un mois tous les ans depuis 30 ans, donc il connaît le pays de A à Z. En plus, étant américain, voilà, il y a quand même un moment où c'était compliqué pour lui de venir au Pakistan. Mais il est toujours venu. Et il me racontait une histoire voilà, qui s'était passée. Où en fait deux touristes, donc un couple de touristes américains je crois, étaient partis, voilà, ils étaient dans les montagnes etc, puis ils étaient partis faire de la randonnée, donc c'est une zone qui n'est pas réputée comme dangereuse ni rien, c'est une zone assez touristique pour les fans de randonnée etc. Et malheureusement, pendant la nuit, il y a deux gardes forestiers qui sont venus dans la tente, et je vous fais pas un dessin, mais bon, ils étaient armés, il s'est passé des choses horribles, le mari a dû courir au village pour aller prévenir les gens, les Pakistanais en entendant ça sont évidemment montés avec les armes pour essayer d'attraper les gardes forestiers, mais ils étaient déjà partis. Donc voilà, c'est des histoires qui arrivent, et malheureusement, en ayant entendu des histoires comme ça, je ne me verrais pas de prendre le risque, même si c'est un risque peut-être de 0,1% que ça arrive, ça reste quand même un pays où ça peut se passer. En France, il ne me semble pas qu'il peut t'arriver des choses aussi horribles avec un gendarme, un policier ou un militaire. C'est pas du tout des choses qui peuvent se passer, et malheureusement, au Pakistan, oui. Et le fin mot de l'histoire, c'est qu'ils ont retrouvé ces deux gardes forestiers, et d'après l'Américain, qui est revenu du coup l'année d'après, en fait, et qui a demandé des nouvelles, est-ce qu'ils les avaient retrouvés ou pas, ils ont dit que oui, évidemment, ils les ont retrouvés, c'est dans un village, tout le monde se connaît un petit peu, ils sont en prison à vie, et ils leur ont arraché les ongles. Donc ça, c'est, voilà, quand il m'a dit ça, j'étais en mode, ok, d'accord, donc c'est... voilà, ça peut arriver au Pakistan, donc pour moi c'est vraiment le plus gros risque, c'est tout ce qui touche aux agressions envers les femmes, surtout les agressions sexuelles, et parfois ça peut aller très très loin. Encore une fois, pour avoir discuté avec cette journaliste absolument formidable, hyper courageuse, qui s'est déjà fait suivre dans la rue, menacée de mort en rentrant des procès, etc., elle me dit que dans 90% des cas, les plaintes pour viol, même avec preuve, n'aboutissent pas. Donc voilà, moi, en sachant ça, je ne prendrai pas le risque de le faire. Alors, ça ne veut pas dire que c'est impossible. Il y a sûrement des femmes qui voyagent là-bas. J'ai déjà rencontré quelques femmes qui m'ont dit avoir été seules au Pakistan. Et puis, évidemment, il faut faire très attention. Évidemment, c'est pas du tout le même voyage parce que les hommes vont pas venir te parler, t'inviter à prendre le thé, etc. Ça se fait pas culturellement. C'est pas du tout la même chose. C'est possible. Maintenant, voilà, il faut savoir ça. Il faut être conscient. Faut pas se voiler la face parce que le jour où il y a un problème qui arrive, c'est trop tard. Il n'y a pas de j'aurais dû, machin, c'est trop tard, et après, c'est à vie. Donc voilà, maintenant que j'ai bien plombé l'ambiance, mais ça me paraissait quand même
Important de le dire, j'ai fait, je pense, une très bonne pub du Pakistan. J'ai incité beaucoup de monde à y aller sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok. Ça fait plusieurs millions de vues qui ont donné une bonne image du pays. Et je suis content parce que voilà, c'est vraiment. J'ai jamais vu des gens aussi généreux. J'ai rarement vu des paysages aussi beaux. Donc je pense vraiment que beaucoup de gens devraient aller au Pakistan s'ils en ont envie et que la vision qu'ils en ont ne devrait pas être un blocage. Mais, je tiens à dire qu'il y a quand même encore des choses qui font que pour les femmes, personnellement, je prendrai jamais le risque, ou du moins pas dans l'état actuel des choses. J'espère que, je sais pas, dans 5 ans, dans 10 ans, je pourrai dire que oui, c'est assez safe, mais à l'heure actuelle, je le ferai pas du tout. Donc maintenant vous avez pas mal d'infos, si jamais vous avez encore des questions plus précises, plus pointues, posez-les en commentaire, je vous répondrai. Et le meilleur moyen évidemment de préparer son voyage, c'est de regarder mes vlogs qui sont tous disponibles gratuitement sur cette chaîne YouTube, c'est quand même magique. Et vous pouvez vous rendre compte, sachez que dans mes vlogs, je n'enlève rien, je ne cache pas, s'il m'arrive un problème, je le coupe pas au montage, j'essaie pas d'embellir la situation. Vous le verrez, c'est assez brut, assez cru, je montre ce que je vois, donc ça va vous donner une bonne image du pays, c'est pas biaisé, c'est pas faussé, j'ai pas voulu donner un axe, je filme et je montre ce que j'ai filmé, peu importe que ça soit beau ou pas beau. Dans la plupart du temps, c'était extrêmement beau, vous allez le voir. Donc, je vous invite à regarder ces vlogs sur ma chaîne tout simplement. Et puis, je vous dis bon voyage si vous voulez y aller.